Écoutez, merci de votre invitation, merci aux organisateurs, à l'INSV de m'avoir invité. Désolé également de ne pas être parmi vous, ça tombe bien parce que je suis un peu grippé, donc comme ça, vous ne risquez rien à distance. Donc, pour rebondir sur ce qu'a dit Isabelle, sur les effecteurs, on va dire la mécanique, en fait, à la fois du stress, mais de toutes les émotions, de la peur, de l'anxiété, de la dépression, et on va élargir le système du stress à l'ensemble, en fait, des troubles psychiatriques. Il y a deux grands effecteurs, qui est l'effecteur neuroendocrinien, qui est la voie lente, et puis un effecteur qui est plus rapide. Alors, c'est ce système nerveux autonome qui en fait régule toute notre fonction intérieure, va permettre que nous réagissions aux facteurs extérieurs. Alors vous voyez, il y a deux branches, la branche sympathique et la branche parasympathique qui est, je dirais, presque en parallèle et avec des fonctions qui sont opposées. Si le sympathique dilate la pupille, le parasympathique la rétrécit et ainsi de suite. Donc, on agit avec le système autonome sur toutes les grandes fonctions de la respiration, du cœur, de la digestion, du système hormonal, mais également immunitaire, de toutes les grandes fonctions. Alors, si on est sur le cœur, par exemple, on sait que bien sûr le système sympathique va accélérer la fréquence cardiaque et le système parasympathique va la diminuer. C'est-à-dire il faut voir que au niveau du sinus, ce qui est le pacemaker du cœur, s'il n'y avait pas de connexion avec le système nerveux autonome, notre cœur battrait à 80 de façon continue. Mais il y a ces deux branches que le nœud sinusal reçoit et qui va moduler, bien sûr, notre fréquence cardiaque pour nous permettre de nous adapter à différentes situations. Alors longtemps, on a pensé que le stress, l'anxiété, les troubles du sommeil, toutes les pathologies émotionnelles, on va dire, et psychologiques, étaient liées à une hyperactivité du système sympathique. Hein, c'est voilà, la décharge d'adrénaline, c'est le cœur qui s'emballe parce que le système sympathique s'active. En fait, il y a tout un faisceau d'études psychophysiologiques qui montrent que il y a aussi le parasympathique qui joue un rôle déterminant, ce qu'on appelle le tonus vagal, hein, du nom du nerf vague, qui est la voie principale du système parasympathique, et que une hypothèse qu'on appelle l'hypothèse polyvagale, est que dans un certain nombre de cas, chez un certain nombre de personnes qui présenteraient ces troubles émotionnels, le système parasympathique serait un peu faiblard, un petit peu, voilà, il s'activerait moins, et donc ce qui ferait qu'il y ait bien entendu cette hyperactivité du système sympathique, mais en fait liée avant tout à une déficience fonctionnelle, bien entendu, c'est pas une anomalie organique, mais du système parasympathique. Donc la baisse du tonus parasympathique serait associée, il y a pas mal d'études qui ont cherché à mettre en évidence que dans l'anxiété, dans toutes les pathologies liées au stress, comme l'a dit Isabelle, la dépression, les douleurs et l'insomnie, et votre discipline, il y aurait une baisse du tonus parasympathique, bien entendu fonctionnelle. Cette balance serait moins adaptative, elle s'activerait moins, elle serait moins pertinente lorsque l'individu est soumis à des situations variables. Alors, l'intérêt de renforcer le tonus vagal, c'est de permettre à chacun d'entre nous d'agir plus rapidement sur ces symptômes physiques du stress. C'est vrai que la part cognitive, la part réflexive, on est démuni hein, face au stress et que d'agir directement sur le symptôme en renforçant le tonus vagal est certainement la voie qui est le plus rapide. Revenir à cet équilibre émotionnel, bien entendu, face au stress et aux situations, il est normal d'avoir cette flexibilité et d'avoir cette réactivité de tout l'organisme, mais le temps de récupération et revenir à cet équilibre émotionnel est quelque chose de très important. Après, on sait qu'à minima, dans les états de stress, de burn-out, de douleur, également d'insomnie chronique, on a une sorte d'hyper-éveil de tension intérieure et puis bien entendu de tension musculaire, et ce qui permet bien entendu
le tonus vagal d'une façon plus lissée, plus diffuse, plus chronique, de réduire cette, on appelle les anglo-saxons l'arousal ou l'hyperarousal, et puis toutes ces tensions intérieures. Également, d'apaiser le mental et de moins ruminer, c'est-à-dire où la part plus physiologique va reprendre la place par rapport à à une activité mentale. Alors, un phénomène physiologique voilà, qui est pas forcément connu de tout le monde, c'est que là, c'est un électrocardiogramme, vous voyez, sur la side gauche, on fait un électro, là c'est sur un système portable, mais on peut avoir des systèmes, bien entendu, qui sont plus classiques. Et en fait, sur l'électrocardiogramme, vous voyez, ça c'est l'électrocardiogramme avec le complexe QRS, et bien là, on a 0,859 secondes, le cœur bat à 70 par minute, le battement suivant, on a 0,793 à modifier, là il bat à 76 par minute, et il bat sur le troisième battement à 83 sur minute. Ce qui montre que, donc ça c'est ce qu'on appelle un phénomène qui s'appelle la variabilité de la fréquence cardiaque. C'est-à-dire que quand on prend notre pouls, et puis quand on vous dit 60, 62, 56 de fréquence cardiaque, ce n'est qu'une moyenne, mais en fait, ça ne traduit pas du tout la variabilité de la fréquence cardiaque. Sur le schéma en bas, si on intègre et on met avec un ordinateur, vous voyez là, la fréquence est à 70, ben on voit qu'en fonction du temps, on a une courbe, on a une sorte de diagramme qui montre que notre fréquence cardiaque ne bat pas toujours au même rythme. Et cette variabilité de la fréquence cardiaque, elle est sous dépendance du système nerveux autonome et puis une tonicité, on va dire, du tonus vagal. Il y a une association entre une bonne variabilité de la fréquence cardiaque qui nous permet justement de nous adapter à des situations très, très différentes, et puis un tonus vagal qui est adaptatif. Alors, ce qu'on appelle le biofeedback, là, c'est la mesure de la variabilité de la fréquence cardiaque. Et vous savez peut-être, voilà, le biofeedback, il y en a de différents types. Il y a le neurofeedback, par exemple, avec les ondes cérébrales, le EEG, et puis le biofeedback de variabilité de fréquence cardiaque, ou soit avec un électrocardiogramme, et encore de façon plus simple, avec un capteur de pouls, soit au doigt, soit à l'oreille. Et puis, donc, le biofeedback, c'est d'avoir la modification, un contrôle, une observation de la modification de ce paramètre physiologique pour pouvoir agir dessus. Alors, donc, voilà, on a la jeune femme qui était là avec son capteur de pouls, son ordinateur, elle va voir en fait sa cohérence cardiaque, son score. En haut, c'est le tachogramme, c'est-à-dire c'est la variabilité de sa fréquence cardiaque. Et puis, elle va pouvoir suivre sa variabilité de fréquence cardiaque. Là, c'est un logiciel qui est en pourcentage, donc on peut améliorer. Je vous passe les détails de l'intégration qui a été faite, mais il traduit le tonus vagal et donc une bonne variabilité de la fréquence cardiaque. Alors, il y a dans les années 60, lors de la préparation des cosmonautes, hein, vous vous souvenez, Soyouz, tous ces voyages dans l'espace, un physiologiste qui s'appelle Vachilo va tester un petit peu la préparation des cosmonautes et il va se rendre compte que lorsque les cosmonautes respirent d'une certaine façon, c'est-à-dire avec une respiration qui est plutôt lente, on va avoir dans une frange de la respiration cette belle onde. Alors, lorsque la variabilité de la fréquence cardiaque est mesurée en basse fréquence, parce que ça, c'est vrai que l'appareil, il part du signal, mais sinon le signal est incompréhensible. Mais un peu comme les ondes radio, il va étudier ce signal en basse fréquence. Et lorsqu'on étudie ce système en basse fréquence, eh bien, à chaque fois que l'on respire de façon lente, on va avoir cette courbe on a une augmentation de la variabilité de la fréquence cardiaque lorsque j'inspire, et puis une diminution lorsque j'expire, une inspiration, ainsi. Et on a cette belle sinusoïde qui se dessine. Et puis sur une minute, on va avoir 6 périodes, c'est-à-dire 6 sommets, si vous voulez, 3, 4, 5, 6, alors que je respire à 6.
Donc, c'est la variabilité de la fréquence cardiaque, bien entendu. C'est pas la fréquence cardiaque. Et c'est ce qu'on a appelé le phénomène de résonance ou par la suite de cohérence cardiaque. Lorsque je respire à une fréquence basse, une fréquence lente, je vais avoir sur le biofeedback cette belle courbe qui est dessinée. C'est presque un moniteur, c'est très très simple, c'est presque un moniteur en fait de ma respiration. Alors il y a aujourd'hui des outils simples, un peu large public, donc qui vont mesurer, ben, vous le voyez là sur un appareil, cette sinusoïde, ces courbes qui sont dessinées avec un capteur de pouls et qui montrent que lorsqu'il y a une synchronisation de la respiration avec cette évolution graphique. C'est cela qu'on appelle la cohérence cardiaque. Alors en fait, cette technique, eh ben, on n'a pas forcément, on peut avoir bien entendu ce support, ces petits appareils, où on peut avoir des appareils, je dirais, plus sophistiqués, mais en fait, c'est une méthode qui est tout à fait naturelle et qui peut être utilisée ben, voilà, dans les problèmes d'insomnie, dans les stress du quotidien. Et donc, c'est ce que j'ai appelé la méthode du 4-6-6. Et, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est la méthode du 4-6-6? Euh, Ça veut dire 4 secondes à l'inspiration, 6 secondes à l'expiration, et bien entendu, et donc, si on respire, ça fait 10 secondes hein, sur le cycle respiratoire, et 6 fois 10 sur une minute, un rythme de 6 par minute. Donc 4 secondes à l'inspiration, 6 secondes à l'expiration, ce qui va me donner un rythme de 6 par minute. Et là, voilà, toutes les études montrent que entre 5 et 7, ça dépend un petit peu des individus, mais ça n'a pas vraiment très très grande importance, on est en cohérence cardiaque. Donc, on peut aussi tout simplement se mettre en cohérence cardiaque de façon naturelle avec les exercices de respiration. Alors, ce qu'il faut bien voir dans la respiration, c'est que on n'inspire pas jusqu'au bout et on n'expire pas. On doit marquer les 4 temps. Quand vous plongez à la piscine, vous mettez la tête sous l'eau, vous inspirez, vous faites votre temps de pause, après vous expirez, et puis il y a un petit temps de pause encore qui est marqué. Alors, puisque j'ai encore peut-être quelques minutes, ce que je vous invite, eh ben, à distance ou dans la salle, à tout simplement ben, vous focaliser sur votre respiration. Alors là, on va faire une respiration tranquille. Alors ça, c'est comme vous m'écoutiez, vous ne cherchez pas à modifier cette respiration, c'est la respiration tranquille, vous pourriez vous lever, et donc vous comptez vos cycles respiratoires, c'est-à-dire inspiration et expiration. D'accord? Tout le monde est prêt, je ne vois pas tout le monde, mais j'imagine que tout le monde est prêt. Allez-y, vitesse de croisière, mais attention, les yeux ouverts. Si je vous demandais de me parler, de me montrer quelque chose, vous êtes en respiration tranquille. Top! Vous comptez vos cycles respiratoires en respiration tranquille. Alors, c'est vrai qu'on peut avoir tendance à ralentir sa respiration, à se focaliser, c'est assez classique. Mais là, vous restez en respiration tranquille, comme si vous alliez vous lever de l'amphi ou chez vous, ou aller chercher une tasse de thé ou de café, etc. On est en respiration et on compte ces cycles inspiration, expiration de façon tout à fait tranquille. C'est ce que j'appelle respiration tranquille ou respiration naturelle, qui est habituelle, qui va être variable, bien entendu, en fonction des synchronisateurs. Hein. Vous avez beaucoup parlé des synchronisateurs extérieurs, de l'état émotionnel également, mais elle est dans une frange qui est, bien entendu, on va le voir, les uns et les autres. Voilà, c'est hop, quelques secondes encore pour que l'on soit bien calés les uns et les autres, et puis top, voilà. Alors, voilà, la respiration habituelle, elle est entre 12 et 15, hein, cette respiration normale. Peut-être que certains d'entre vous ben, sont à moins, peut-être à 8, parce que vous avez l'habitude de faire des exercices de respiration, de sophrologie, de cohérence cardiaque, etc. D'autres vont être à 18, 20. Ne vous inquiétez pas, d'autres peut-être à plus, encore. Voilà, mais la respiration normale, elle est entre 12 et 15. Alors, à partir de 9, on est sur une respiration lente. Euh, et, euh, et, et donc, là, maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire un exercice tout simplement de cohérence cardiaque. Alors, l'exercice, il est très, très simple. C'est une respiration qui n'est pas normale. Moi, ce que je dis à tous mes patients, c'est que c'est pas une respiration normale, c'est vraiment un exercice
Donc, c'est une respiration qui est régulière, lente. Alors, abdominale, parce qu'elle s'oppose en fait à l'hyperventilation thoracique lorsqu'on est en situation de stress. Hein, c'est une respiration qui, point par point, la cohérence cardiaque, va s'opposer à notre respiration lorsqu'on est en activité physique, en émotion ou en stress, profonde par rapport à superficielle. Et puis, alors, on va prolonger un peu le temps expiratoire, ou en tout cas, on va que le temps expiratoire soit marqué. Donc, j'inspire. Là, je peux faire mon temps de pause, 1, 2, 3. Après, j'expire et je prolonge avec une expiration qui est prolongée. Et puis après, j'ai encore un petit temps de pause. Puis vous le voyez, donc quand on inspire, on va avoir le ventre qui se gonfle, le diaphragme qui se baisse, ça on ne le voit pas, mais donc il y a une expansion. Et au contraire, à l'expiration, le diaphragme se lève et puis le ventre se creuse, hein. On voit Jacques Mayol, les plongeurs qui faisaient beaucoup de yoga, quand ils creusent comme ça, ils creusent très très fort son, euh, son ventre et c'est ça ce mouvement. Donc je vous invite, ben, on va faire exactement le même exercice. Alors là donc, vous pouvez si vous voulez fermer les yeux pour vous concentrer, vous allez compter vos cycles respiratoires ou là en respiration lente, profonde, en prolongeant, si vous le pouvez, le temps expiratoire. Vous pouvez mettre une main sur votre ventre. Si c'est inconfortable de respirer par le ventre, eh bien, respirez par la poitrine, ça n'a aucune importance. Allez-y, donc respiration là, lente, profonde, top. Allez-y, là, vous respirez profondément, lentement, en favorisant ce temps expiratoire, où là, on a des cycles, une respiration qui est très différente, qui n'est pas une respiration habituelle, normale, qui est compatible avec l'action, qui est un exercice. Je vous laisse vous concentrer. Top. Alors, je pense que la majorité d'entre vous ont diminué leur fréquence respiratoire. C'est formidable, vous êtes très très fort. On m'avait dit que l'INSV, c'était voilà, très fort. Et donc, on a uniquement par cet exercice, alors c'est un exercice qui est à répéter, mais vous voyez, c'est bien dans un cadre tranquille. Et après, bien entendu, une fois qu'on s'est entraîné, on va pouvoir utiliser comme une sorte de kit anti-stress ou de facilitateur du sommeil ou de réduction de l'anxiété ou de détente, cet exercice qui est un exercice de récupération, mais qui est presque un ancrage. C'est-à-dire, comme je suis conditionné, comme j'arrive à me focaliser tout de suite sur ma respiration avec un exercice où je suis entraîné, et ben, ça me permet de revenir plus facilement à l'équilibre. C'est-à-dire que, par exemple, dans un moment émotionnel, prenons l'exemple d'une attaque de panique, le retour ne peut pas se faire comme ça en appuyant sur le bouton, et ces techniques de cohérence cardiaque permettent de ramener plus facilement l'organisme à l'équilibre. Alors, pour s'entraîner, il y a des petits métronomes. J'ai pris là, celui qui est très très connu, qui s'appelle Respire Relax Plus. Et puis voilà, il n'y a pas de conflit d'intérêt parce que c'est des termes, vous n'avez rien besoin de vendre. Et puis donc, c'est la petite boule qui monte et qui descend. Alors, j'inspire jusqu'à la moitié, voilà ma consigne. Après, excusez-moi. Après, il y a le temps de pause sur la moitié. Et puis après, j'expire un peu plus que la moitié pour bien maintenir mon temps expiratoire. Et puis, j'ai encore un peu ce temps de suspension et d'apnée. Il y a aussi sur YouTube voilà, une boule qui suit comme ça le cycle, les sinusoïdes, les montées et descentes, tout ça. Donc ça permet de s'entraîner, ça permet aux personnes un petit peu voilà, à la fois l'observance, hein, de pouvoir refaire ces exercices, mais après très vite, elles ont plus besoin de rien. Elles font ça en conditions naturelles et elles vont pouvoir, n'importe quand, dans un train, avant de s'endormir, dans une période de stress, dans une période de tension. Alors,
L'exercice, je dirais, le plus simple. Alors, c'est bientôt la période de Noël. Donc, j'ai revisité, moi, tous les exercices de relaxation et de méditation à partir de 5 niveaux, qui sont la respiration, la cohérence cardiaque, c'est le plus simple, mais il y a beaucoup d'outils autour de la respiration. Après, il y a le corps, bien entendu, par la contraction, par la suggestion, par les mouvements également, par des relaxations dynamiques, par du stretching. Après, la pratique attentionnelle, comme la pleine conscience, qui est focaliser son attention sur le moment présent, mais sur d'autres objets également. Après, il y a la visualisation mentale, hein. La visualisation, elle permet de simuler des émotions. Et puis, la modification du niveau de conscience, qui est aussi un complément. Alors, c'est différents domaines, voilà, c'est différentes étapes. Et donc, il y a des exercices, j'ai revisité dans le sens d'exercices utilisables dans la pratique. Donc, à gauche, ça, c'est le livre pour les professionnels, pour les personnes qui sont impliquées dans la prévention, dans l'accompagnement, également des exercices, des textes et des audios que l'on peut télécharger. Et puis là, l'ouvrage Odile Jacob, qui est plus grand public et qui indique les différents aspects. Voilà, je vous remercie. J'espère